Isabelle Millet sur Europe 1. Il est 18h42 et c'est l'heure du Journal du Monde, comme tous les soirs avec Sophie Larmoyer, ce moment où l'on va voir ailleurs ce qu'il s'y passe. Bonsoir Sophie. Bonsoir Isabelle. Alors on a beaucoup parlé de New York depuis hier soir bien sûr, mais le terrorisme touche aussi fortement d'autres pays dont on parle beaucoup moins. Et ce soir c'est au Cameroun que nous allons tout d'abord, dans l'extrême nord du pays où l'on a appris qu'un attentat suicide avait fait 5 morts hier soir. Oui, alors ce matin je vois cette dépêche AFP, attentat suicide, 5 morts. Et puis, phrase suivante, on apprend que ce sont 5 enfants qui ont été tués et 2 autres blessés dans cette région du Cameroun où les djihadistes nigérians de Boko Haram mènent régulièrement des attaques. Des enfants, mais pourquoi, se dit-on? Alors, on lit encore. Une kamikaze s'est fait exploser vers 19h45 dans le village de Zamga. Selon un responsable de la sécurité, c'était une fillette qui venait de s'introduire au milieu d'un groupe d'enfants en train de jouer. Une fillette kamikaze. Mais Sophie, ça n'est pas la première fois que Boko Haram utilise des enfants comme ça. Non, et c'est même un phénomène en pleine expansion. L'UNICEF avait publié un rapport à ce sujet en avril dernier. D'après ses comptes, de janvier à mars, sur les 3 premiers mois de l'année, 27 enfants avaient été forcés de commettre des attaques suicides dans la région, contre 9 à la même période en 2016. Alors quand je dis dans la région, c'est ce très vaste territoire autour du lac Tchad qui s'étend sur 4 pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Ces enfants font partie des milliers d'habitants qui sont enlevés dans les villages attaqués par le groupe. Et d'ailleurs, quand certains de ces gamins réussissent à s'enfuir, leur calvaire n'est pas terminé car ils sont alors souvent détenus par l'armée d'un des 4 pays qui les interroge pour essayer d'avoir des infos sur le groupe Boko Haram. Selon l'UNICEF, l'an dernier, 1500 enfants étaient comme ça en détention administrative dans des conditions terribles. C'est vrai que Boko Haram, on n'en parle pas très souvent et pourtant leurs attaques sont fréquentes. Mais on peut même dire incessantes. 6 morts hier soir, donc tous des enfants, mais aussi dans la nuit de dimanche à lundi, 11 paysans étaient égorgés dans la même région, au nord du Cameroun. La veille, lundi, ou plutôt lundi, juste de l'autre côté de la frontière, côté nigérian, attaque suicide dans une mosquée, 5 morts. La semaine dernière, triple attentat suicide à la sortie d'un camp de déplacés au Nigeria, 14 morts. En fait, ça n'arrête pas. Depuis l'apparition de Boko Haram, il y a 8 ans, le groupe est responsable de la mort d'au moins 20 000 personnes dans la région du lac Tchad. Il ne faut peut-être pas l'oublier. 20 000 victimes du terrorisme. Donc, en effet, c'était important d'en parler ce soir. Deuxième histoire, Sophie Larmoyer. Ça se passe chez nos voisins allemands où la presse a pointé ces derniers jours les curieuses méthodes du parti d'extrême droite AfD, entré en force au Bundestag le mois dernier. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. Vous êtes en direct de Berlin, vous êtes la correspondante d'Europe 1. Alors Hélène, racontez-nous, les journalistes qui souhaitaient s'accréditer pour le congrès de l'AfD qui a eu lieu dans un mois devaient fournir des données personnelles et on peut même dire très personnelles. Oui, pour pouvoir s'inscrire, il fallait absolument cocher une case indiquant que l'on était d'accord pour que l'AfD collecte et aussi archive des informations personnelles sur chacun des journalistes présents, leur origine ethnique et raciale, leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses ou éthiques, leur appartenance éventuelle à des syndicats ou encore leur orientation sexuelle. Alors évidemment, tout ça c'est interdit en Allemagne par la Constitution. Et donc très vite, devant le scandale qui montait, le parti a fait machine arrière, indiquant que c'était pas le bon formulaire d'accréditation. Et effectivement, cette version test, selon les mots d'un des cadres du parti, a été retirée d'Internet il y a quelques jours. Mais tout est dit, c'était bel et bien donc un test. Oui, ce nouveau parti d'extrême droite est un grand habitué de ce genre de pratique. En fait, depuis 4 ans qu'il existe, il fonctionne que comme cela. Coup d'éclat, provocation, quitte à reculer après. Mais on le sent bien, l'AfD teste l'opinion publique allemande pour voir jusqu'à quel point elle peut mettre la barre à droite dans un pays qu'on a longtemps dit immunisé contre ses idées. Oui, sauf que là, clairement, ils sont allés trop loin. Au-delà du traumatisme du nazisme, effectivement, il y a encore l'ombre de la police politique de la RDA, la Stasi, qui avait fiché quasiment toute la population. Et du coup, les Allemands sont sensibles sur ces questions de protection des données personnelles. Cela dit, la guerre, elle n'est pas terminée entre l'AfD et la presse. Et on s'attend à un congrès tendu à Hanovre. L'an dernier, déjà, les journalistes n'avaient pas pu travailler librement, sous surveillance permanente du personnel de sécurité du parti, qui s'imposait lors des interviews, qui a interdit certaines questions, certaines images.
témoignages et des collègues ont même été victimes d'intimidations physiques. Et ce congrès, donc, il aura lieu le 2 décembre. Merci beaucoup, Hélène Cole. Vous étiez en direct avec nous depuis Berlin. 2 infos en bref pour finir, Sophie Larmoyer, avec d'abord une interdiction qui est entrée en vigueur aujourd'hui en Thaïlande. Oui, c'est le début de la haute saison touristique là-bas. Sachez, voyageurs de Thaïlande, que vous n'avez plus le droit de fumer sur les plages de Pattaya, Phuket et autres. Si vous passez outre, vous risquez d'écoper d'une amende de 2500 € et d'1 an de prison. Ça fait cher la cigarette, mais c'est à la mesure des dégâts sur l'environnement. Des études ont révélé la présence de près de 100 000 mégots en moyenne sur chaque tronçon de 2,5 km de la côte thaïlandaise. Ah oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le concours de Miss Pérou avait lieu dimanche et c'est un concours qui a été très inspirant cette année. Oui, grâce à l'initiative de son organisatrice Jessica Newton, Miss Pérou 87, qui a proposé que les candidates donnent leur mensuration de manière un peu différente cette année. Imaginez la scène illuminée et les très jolies filles dans leurs robes à paillettes qui disent ceci. Mon nom est Camila Canikoba et je représente le département de Lima. Mes mensurations sont 2202 cas de féminicide durant les 9 dernières années dans mon pays. Mon nom est Juana Acevedo. Mes mensurations sont plus de 70% des femmes dans notre pays sont victimes de harcèlement de rue. Mon nom est Fabiola Diaz et je représente la ville de Iquito. Mes mensurations sont 72,8% des femmes victimes de violences sont des mères de famille. Voilà, une belle tribune en direct à la télé péruvienne pour que les victimes ne se sentent plus seules, a dit l'organisatrice Jessica Newton. Voilà peut-être une idée pour Sylvie Tellier. Peut-être, j'espère. En tout cas, si elle fait ça, moi, ça me donnera très envie de regarder le prochain concours de Miss France. Merci beaucoup, Sophie Larmoyer. Europe 1.